Bonjour, hola, bonjour à tous. Bienvenue encore une fois à l'espace Parentalité Continuum dans les journées organisées dans la semaine pour l'accouchement respecté 2022. Vous me connaissez déjà, je suis Mercedes Granda, créatrice d'espaces de parole et de divulgation autour de la maternité. Ici, on accompagne la parentalité avec la science, la raison et le cœur. Bienvenue au troisième jour des journées que j'organise à l'occasion de l'ESMAR 2022. Cette année, sur la thématique proposée par l'ECA, Réseau européen des associations pour l'accouchement et qui est des meilleures naissances pour un meilleur avenir. On va parler précisément des post-naissances. Je ne sais pas vous, mais j'ai un peu besoin d'air frais durant cette semaine de la SMAR et de parler des choses belles. Aujourd'hui, je vous présente Galacté. C'est une association française, loi 1901, née en 1982 de la rencontre des deux mères allaitantes qui ont eu envie de partager leurs expériences. Félicitations à Galacté pour ses 40 ans. L'association en plus propose des réunions d'échange et d'informations à propos de l'allaitement ainsi qu'une ligne de téléphone sur Lyon et sa région, Rhône, Ain et Isère. Ces réunions s'adressent à tous les parents et futurs parents que l'allaitement intéresse sur n'importe quel projet. Que ça soit juste la tétée de bienvenue, quoi faire qu'on a besoin d'en parler, un sévrage, des doutes, crevasses, allaitement des bambins, la diversification alimentaire, à Galacté, elle accueille tous les projets. Tout est abordé dans un entourage convivial et ouvert à toute personne intéressée, même les professionnels de santé. C'est pourquoi j'ai invité à ces journées que j'organise à l'occasion de la Semaine mondiale de l'accouchement respecté. Mais aujourd'hui, même si on parle d'allaitement, la thématique reste l'accouchement. Avec Virginie, on va jeter un œil sur les coulisses de la maternité. En sa représentation des Galactés, Virginie Rouchous, qui est animatrice bénévole et de l'association, est si passionnée qu'elle est aussi en train de se former comme future doula, une accompagnante professionnelle de la naissance. Et je vous la présente ici. Un instant. Elle est là. Bonjour Virginie, bienvenue. Bonjour Mercedes, bonjour à tous. La première chose, merci beaucoup à toi, concrètement, et à Galacté, non seulement pour votre travail, mais aussi pour avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Depuis 40 ans, vous faites des réunions autour de l'allaitement et en même temps, vous recueillez aussi des témoignages des accouchements des mères, n'est-ce pas? Tout à fait. L'association Galacté, à la base, c'est une association qui a été créée, comme tu le disais, il y a 40 ans, par deux mamans deux mamans allaitantes qui avaient besoin de partager sur ce sujet-là. Mhm. Et ça fait 40 ans que ça perdure et 40 ans que l'association est là pour écouter, soutenir et parfois conseiller les mamans allaitantes dans leurs projets, que ce Mhm. soit un allaitement juste des questions sur qu'est-ce que c'est l'allaitement, que ça soit un allaitement de 1 heure, un jour, 3 jours, 3 semaines ou beaucoup plus. Mhm. Comme Galacté, il existe de nombreuses autres associations sur les territoires français ayant les mêmes principes, n'est-ce pas? Comme aussi la Letcheli, qui est la plus connue. Et en fait, ce qu'ils font, ce type d'association, c'est que, enfin, l'origine, c'est que seule face à la parentalité et aux besoins d'en parler, les femmes cherchent à se rassembler autour de l'allaitement, mais elles trouvent bien plus que celle-là. Elles trouvent un groupe, des pairs, de l'écoute et en définitive une voix aussi. Avec Galacté aujourd'hui, je vous invite dès premièrement à découvrir comment les femmes vivent non seulement leur accouchement, mais aussi comment il est affecté par la suite, qu'on veut allaiter ou pas en réalité. Et que c'est ça, en fait, que vous choisissez l'allaitement ou pas, c'est pas la question. Nous en parlerons, d'accord. Mais nous aurons aussi un témoignage de premièrement sur la réalité des mères. Et en sachant c'est déjà tout ça, Virginie, quand est-ce que je peux y aller faire des questions à Galacté? Alors, on accueille tout type de profil, tout type de mère, aussi les pères.
que ça soit des femmes qui sont enceintes, qui Mhm. n'ont pas encore d'enfants et qui ont besoin de venir se renseigner sur comment se passe un allaitement, qui ont envie d'écouter des témoignages d'autres mamans sur la mise en place de l'allaitement, ou alors qui ont des questions concrètes sur comment ça se passe, quelles sont les, les petites choses qui pourraient être mises en place pour se donner les chances que tout fonctionne bien. Ou alors, on peut avoir des mamans qui ont déjà accouché et soit qui ont des difficultés, mais aussi qui ont envie de partager avec d'autres mamans, qui ont envie d'échanger et de se faire un petit peu un village autour de soi. Mhm. On connaît, on entend aujourd'hui de plus en plus en France parler de ce village qui entoure les familles après la naissance et qui viennent apporter du soutien dans cette belle étape de vie. Certains membres de Galacté peuvent, enfin certaines personnes qui viennent participer à des réunions peuvent aussi faire partie de ce village. Euh, on a des personnes qui reviennent régulièrement à des réunions, qui reviennent sur la durée et du coup qui tissent des liens. Et plus tard, peut-être, qui deviendront bénévoles. Et donc voilà, on a tout type de profil et une fois de plus, on accueille vraiment tout type d'allaitement. Que ce soit des questions sur le non-allaitement aussi, que ce soit des questions sur la durée, sur le sevrage, sur comment faire avec une reprise du travail. Mhm. Voilà, on a tout type de questionnement et l'objectif, c'est d'écouter ces questions-là, d'écouter les mères. Et on a bien souvent, comme tu le disais en introduction, les mamans qui viennent aussi, une fois qu'elles ont accouché, déposer leur récit de naissance parce que ça fait aussi partie. C'est aussi, l'allaitement est quand même la continuité de la naissance. C'est vrai. Euh, Vous faites et des c'est différentes thématiques, n'est-ce pas? Des réunions? Effectivement, dans les réunions, on a plusieurs thématiques. On a soit des réunions générales où on abordera tous les sujets et on peut avoir des réunions à thème, qu'on appelle des réunions thématiques, effectivement, qui peuvent aborder des sujets plus précis comme l'allaitement et le sommeil, l'allaitement et la diversification, l'allaitement des grands bambins, l'allaitement et le sevrage. Mhm. Voilà, donc des questions plus précises et on va aborder du coup rentrer un peu plus précisément dans ces sujets-là. Galacté, elle a à part de faire des réunions, elle a aussi une ligne téléphonique, n'est-ce pas, qui est Tout à 7 fait. jours sur 7. J'imagine qu'elle peut 24 heures sur 24 parce que c'est des bénévoles et Alors, c'est des mères, non? Il faut appeler dans les horaires. dans des horaires convenables, on reste des mamans bénévoles qui avons aussi souvent une vie de famille. Donc, effectivement, sur le site internet, vous pouvez trouver toutes les informations, que ce soit pour les réunions. On a des différents secteurs, donc Ah bah, bah. les réunions sont indiquées sur le site internet de Galacté, sur Instagram, sur Facebook, et où du coup, vous pouvez vous inscrire à des réunions. Mais vous pouvez aussi appeler la ligne téléphonique sur le site internet également. Vous avez le numéro de téléphone des mamans bénévoles qui sont disponibles 7 jours sur 7. Pas tout à fait 24 heures sur 24, donc à appeler dans On des horaires imagine, convenables, mais non? en tout cas qui se rendent disponibles pour répondre à des questions. Donc là, c'est du 1 à 1. Toutes les mamans peuvent appeler quand elles ont une problématique, quand elles ont un besoin d'échange, quand elles ont une difficulté. On est là pour répondre aussi de manière personnalisée à ces moments. Et c'est quand qu'elle assiste aux réunions de Galacté? Parce que j'imagine qu'en fait, tu commences à voir, tu dis, bon, c'est quand que je commence à y aller à une réunion? C'est quand que la plupart des temps, les femmes, elles arrivent? Alors, on a la plupart du temps, les mamans s'inscrivent soit en toute fin de grossesse Mhm. et vont venir participer en toute fin de grossesse à une réunion pour prendre quelques informations. Et ensuite, on a souvent dans les semaines qui suivent l'accouchement, alors pas dans les premiers jours, mais dans les semaines qui suivent, dans les 3-4 semaines, les mamans qui se réinscrivent pour repartager de nouveau. Alors, c'est drôle parce que ça arrive que parfois on est les mêmes mamans qui se retrouvent et qui ont des dates d'accouchement assez proches et du coup qui partagent leur
petits tips, leurs petites astuces qu'elles ont mises en place, les choses qui fonctionnent bien, les choses qui fonctionnent moins bien, et ça tisse des liens et ça fait un vrai échange. Et c'est quand que je peux assister donc à tout moment à une réunion des Galactés. C'est gratuit. Alors, les réunions Galactées, elles sont organisées. Il y a des réunions qui sont organisées toute la semaine. Donc, il y a des réunions en semaine. Il y a des réunions, certaines animatrices qui travaillent et du coup qui font des réunions le week-end. Il y a vraiment tout type de réunions et tout type d'horaires. Et vous pouvez assister. Alors, pendant le Covid, il y a eu pas mal de réunions en visio, donc ce qui a facilité, bien sûr. facilité certaines fois. On a maintenu les réunions en visio parce que c'est pas tout à fait pareil. On crée le lien différemment, mais ça a tout de même permis de garder du lien. Ça a tout de même permis de répondre aux mamans qui en avaient besoin. Et ça a aussi permis à des mamans qui ont la réunion, qui n'est pas dans le bon secteur, pas au bon moment, de pouvoir quand même accéder à des réunions, accéder à de l'information et du soutien. Et dans les réunions physiques, d'accord, parce que ça fait 40 ans que vous faites ce type de réunion, comment ça se passe? Qu'est-ce que j'arrive à la réunion? Bon, je suis nouvelle mère. Alors, la réunion, elle peut se présenter de plusieurs manières. Elle peut être au domicile d'une maman, déjà. C'est une maman qui peut proposer d'accueillir, ou alors c'est souvent une animatrice qui propose d'accueillir. Ça arrive des fois aussi qu'on fasse l'été dans un parc, quand ça se présente et que les enfants, du coup, peuvent jouer autour. Et donc, le début, les mamans arrivent. On va avoir un moment convivial où tout le monde va se rassembler, où on va attendre que les mamans qui se sont inscrites arrivent tranquillement. On va faire connaissance. L'animatrice va ouvrir la réunion en présentant l'association et en rappelant pourquoi on est là. Qu'est-ce que c'est que cet espace de parole qu'est une réunion. Et ensuite, on va favoriser les échanges. Donc en fait, l'objectif, ça va être de répondre aux questions des mamans, de créer du lien, de créer de l'échange et du partage. Voilà. Et on finira bien sûr par un moment convivial, un petit goûter, un petit thé, quelque chose à partager ensemble. C'est bien, c'est bien. C'est toujours agréable. C'est ça. En plus, c'est un espace, non, où les mères se réunissent aussi, mais en même temps, entre tous, on surveille les enfants. Donc, ça doit les être enfants un sont peu... bien sûr les bienvenus. Les nourrissons, bien sûr, et même les plus grands sont aussi les bienvenus, puisqu'on sait que ça compte aussi dans l'allaitement d'avoir ses enfants proches de soi. Comme parentalité continue, il faut introduire les enfants dans beaucoup plus d'espace, parce que c'est beaucoup plus facile qu'on y pense. Et c'est quoi les questions les plus fréquentes, on va dire, pendant la grossesse et les premiers mois, d'accord? Parce qu'on va se concentrer dans cette partie. Pardon. Alors, pendant la grossesse, les questions les plus fréquentes, ça va être est-ce que je vais pouvoir allaiter? Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que je peux me préparer? Est-ce qu'il faut que je prépare ma poitrine? Est-ce qu'il faut que je prépare? Est-ce que j'ai des choses à préparer? Est-ce que j'ai des choses à acheter? Est-ce qu'il faut déjà que j'anticipe sur un tire-lait? Voilà, on a souvent ce type de questions-là sur la préparation. Est-ce que je vais être capable? Qu'est-ce qu'il faut que j'achète ou qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me préparer? Donc là, en tant qu'animatrice, bien sûr, on peut répondre. Et aussi, souvent, les mamans, dans les réunions, il peut y avoir tant des mamans qui sont enceintes que des mamans qui ont accouché. Donc, les mamans qui ont accouché peuvent aussi partager leur expérience aux mamans qui sont enceintes. Voir un petit peu plus loin, n'est-ce pas? Parce que quand on est en pleine grossesse, et il y a l'accouchement qui arrive, que ça peut être un très bon accouchement, mais ça peut être aussi un accouchement qui n'a pas été si bien que ça, pour des différentes circonstances. Ça peut être lié à la santé ou lié à des autres circonstances. Mais en fait, c'est là, non, qu'on va voir aussi la différence entre les doutes qu'on a avant et les doutes qu'on a après. Tout à fait. Tout à fait. Il y a souvent... alors déjà, souvent, les mamans se préparent énormément à l'accouchement et nous, on est ravis quand on a des mamans enceintes qui viennent parce que du coup, elles peuvent déjà se projeter dans le après parce que l'accouchement n'est pas la fin, l'accouchement, c'est une étape et ensuite, ça continue. C'est vrai. Donc, on est ravis quand les mamans viennent poser leurs questions avant.
Et effectivement, du coup, voir un petit peu ce que c'est que, on va dire, l'envers du décor, le Ouais, après. ouais, Euh, je dis souvent que la grossesse, on est un peu, ça dépend, hein, parce qu'il y a des grossesses qui se passent pas super bien, mais en général, on est un peu dans la lumière, on est dans l'attente, on ne sait pas bien qu'est-ce qui va nous arriver. Et c'est comme voir une porte ouverte, mi-ouverte, qu'on voit quelque chose oui, derrière, et en fait, dedans, il y a aussi l'obscurité. Parce que après l'accouchement, les femmes ils vont vivre une expérience, mais aussi biologiquement ça a affecté. Et c'est très très mhm, normal que cette chute d'hormones des 3 premiers mois affecte énormément mhm. nos émotions. Et d'ailleurs, depuis pas longtemps, on a découvert que ces émotions négatives qu'on a après l'accouchement, c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on y pensait. Tout à fait. En fait, biologiquement, le corps de la femme se prépare, si on focus sur l'allaitement, le corps de la femme se prépare à l'allaitement dès le tout début de la grossesse. Mhm. Et c'est ces chutes d'hormones qui se produisent tout de suite après l'accouchement et après la délivrance que l'allaitement va pouvoir se mettre en place. Et Mm. ces chamboulements d'hormones, toutes les femmes le vivent. Alors, elles ne le vivent pas toutes de la même manière. Et c'est justement pour ça que c'est important de parler de son vécu et que chaque mère puisse avoir un espace pour partager son vécu, puisque on ne le vit pas toutes de la même manière, même si biologiquement on a toute une chute d'hormones qui est juste normale, on ne le vit pas toutes de la même C'est ça. manière. Et en France, c'est quand même assez tabou de dire qu'on ne va pas bien après l'accouchement. Donc c'est... Et ça peut arriver, c'est Ah perturbant oui, ces chutes d'hormones. c'est pas C'est seulement que perturbant ça et peut c'est normal. arriver, c'est que c'est vérifié actuellement, que c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on y pense. Et ça vient aussi d'un instinct biologique, quelque part, de la peur que le bébé il meure. Quelque part, il y a la nature qui te dit, en fait, il faut que tu fasses vraiment, enfin, c'est une espèce de, effectivement, un état des consciences différentes, parce qu'il faut être tellement attentif que des bébés ils survivent, non? C'est les programmes de la nature, hein. Nous, on n'est pas... Qu'en fait, les alertes, des fois, sont très puissantes. Et en plus, ça dépend aussi de notre environnement. Tout à fait. En fait, les bébés, on a tendance à beaucoup parler des réflexes archaïques des bébés, Mhm. mais il n'y a pas que les bébés qui ont des réflexes archaïques. En naissant, C'est vrai. la mère aussi vit des choses très instinctives. Euh, et en fonction de comment on va pouvoir laisser aller cet instinct et de laisser aller cette vie, enfin ces bouleversements biologiques normaux, on va pouvoir les vivre d'une certaine manière. Mhm. Euh, Je et pense c'est aussi aussi... que c'est aussi l'écoute, non, à notre propre corps, parce que parler d'instant, des fois, c'est un peu flou. Je peux dire, mais en fait, je ne me suis pas sentie connectée, j'ai pas ces instants. On peut se demander, en fait, c'est pas ça. Est-ce que c'est les instants, n'est-ce pas? Les instants, c'est des comportements neuroendocrines hautement conservés. Je le répète souvent, hein, excusez-moi, mais c'est que je n'ai beaucoup d'intérêt à que les gens comprennent ça. Et, et en fait, c'est de autres programmes, n'est-ce pas? C'est en automatique, c'est comme détecter des mouvements du bébé, les trucs. C'est un bébé qui c'est un inconnu. Non, mais Mhm. on n'est pas démunis, mais c'est pas que l'amour éternel te montre ou que tu sais faire des choses, sinon que ça va au-delà de ça, n'est-ce pas? Ça va au-delà de ça. Et comme tu le disais bien, les conditions de l'accouchement vont être vécues complètement différemment, vont être Mhm. totalement différentes d'une femme à l'autre. Et en fonction de est-ce que la maman va pouvoir accueillir son bébé sur elle directement après la sortie de bébé de son ventre, est-ce que le bébé va être emmené, est-ce qu'il va y avoir césarienne, est-ce qu'il va pouvoir y avoir, si c'est le souhait de la maman, une tétée de bienvenue, etc., etc., etc. La, le vécu de la maman, le vécu du bébé, la découverte de cet enfant, parce Ouais. l'enfant aura passé du temps dans le ventre, mais on va le voir et le découvrir le jour de la naissance, ou quelques heures après, malheureusement dans certains cas. Et là, justement, Galacté, on est aussi là pour écouter ces mamans-là qui ont pu avoir certaines difficultés ou pour qui ça se sera très bien passé. Et en anticiper pendant la grossesse, on va aussi permettre d'expliquer que les choses qui vont favoriser
un allaitement, on va dire, facile, enfin un allaitement qui va se mettre en place de manière très fluide. On va pouvoir donner les petites choses qui vont permettre que ça se passe, mais on va aussi rassurer sur le fait que une maman qui a envie d'allaiter, elle est capable de le faire. Le bébé, il est capable de téter. Et les mamans et les bébés donc, sont programmés biologiquement pour le faire et s'ils en ont envie, ils ont toutes les capacités de le faire. Et en fait, c'est là qu'on voit un peu les différences entre les questions qu'on a avant l'accouchement et après l'accouchement, n'est-ce pas? Après l'accouchement, les mères, ils viennent avec toutes des autres questions complètement différentes. Tout à fait. C'est quoi cette question les plus importante Elles vont venir avec des questions plutôt sur mais mon bébé, j'arrive pas à le poser, il tète toutes les heures, est-ce que c'est normal? J'ai l'impression que je fais pas correctement. Mon bébé il dort pas, comment je fais? On me dit que à cause de l'allaitement il dort pas, comment est-ce que je fais? Est-ce que je fais bien? Voilà, on a souvent beaucoup de questions sur le est-ce que je fais bien? Comment est-ce que je fais pour l'aider, pour aider à dormir, pour aider à espacer cet été? Et souvent, on a peu besoin de dire des choses parce que le fait que les mamans entendent qu'elles vivent un peu toutes la même chose en fait, que les histoires restent quand même, enfin c'est différent et en même temps les nouveau-nés têtent beaucoup, oui, et après voilà, on a des petites choses qui peuvent alerter ou non et après on renvoie vers les professionnels médicaux quand il y a besoin, ça c'est sûr, ça c'est aussi notre rôle. Mais en tout cas, la plupart des mamans peuvent aussi être rassurées d'entendre que leur voisine aussi a un bébé qui tète toutes les heures les premières semaines. Parce que ça peut arriver. Alors, ils ne sont pas tous comme ça, mais il y en a beaucoup. Les bébés des 3 sœurs, c'est un peu un mythe. Il y en a, ça existe. On nous a fait croire que c'était la normalité, mais la normalité, c'est les bébés qui tètent beaucoup à la naissance. Parce qu'ils sont petits, c'est fatigues, ils ont des tout petits estomacs. Et en plus, la nature, je pense que c'est un peu flou. Enfin, les 3 mois, c'est en fait la nature qui nous a fait... Maintenant, tu t'arrêtes, t'écoutes ton corps, t'écoutes ton bébé coûte que coûte. Et sinon, t'inquiète pas que je vais te les souvenir. On dit souvent qu'il existe un 4e trimestre de grossesse. C'est 3 trimestres à l'intérieur de maman et 1 trimestre sur maman. Bon, je suis pas trop d'accord avec ça. Ah. Non, en fait, je t'explique, d'accord? Biologiquement, et je sais pourquoi ça s'est fait, mais en fait, effectivement, les 3 mois, c'est super important parce que c'est quand ils sont tout petits. Mais en fait, les trimestres, c'est pas un trimestre, c'est une autre grossesse. Et ça, on ne le dit pas. Mais surtout parce que je pense qu'il faut aussi prendre une conscience qu'à 3 mois, il y a beaucoup les messages des 3 mois parce qu'en fait, souvent, il faut retourner au boulot aux 3 mois. Et il y a des gens qui sont prêts à y aller au boulot, mais il y a des gens qui... Enfin, il y a aussi beaucoup des émotions, on parlera à un autre moment. Mais voilà, les 9 mois, est ce qu'on appelle en biologie, c'est l'extérogestation. Et l'extérogestation, c'est que si nos bébés, ils avaient besoin d'avoir la même indépendance que les autres mammifères, d'accord? C'est pas une girafe, d'accord, qui sort en courant juste après la naissance, mais si un petit singe, un peu des choses qui se ressemblent à nous, d'accord? Pour naître avec cette similitude, il aurait besoin de 9 mois encore de grossesse. Et les 3 mois, c'est bien parce que ça désigne le postpartum immédiat. Et une autre chose que j'entends pas du tout parler en France, et je vais le faire parce qu'il faut, c'est les 2 années de postpartum. D'ailleurs, nous, en Espagne, on a un mot pour ça, et ça s'appelle le puerperium. Et ça, ici, j'entends pas parler. Ici, c'est les 3 mois, postpartum immédiat, c'est l'accouchement. Ensuite, c'est les 3 mois, et après, comme si on n'avait pas de... Et non, biologiquement, ça peut durer jusqu'à 200-300 ans. Donc, oui, alors ça, je suis entièrement convaincue que pendant 2-3 ans, certaines mères peuvent encore se sentir en postpartum. Oh oui. On commence à allonger, je trouve que en quelques années, on est passé de le postpartum, ça dure le temps de la maternité, à ça s'allonge, en tout cas en France. Donc, je suis plutôt contente du fait qu'on commence déjà à allonger en parlant de 3 mois. Et bien sûr, si on pouvait parler
arriver à parler du fait que le postpartum, en fait, ça dure jusqu'à ce que les enfants ils aient 2-3 ans et qu'ils soient un peu plus matures, ce qui est normal, on reste des mammifères. Hein, donc, En fait, il y a aussi un changement neurologique chez la mère, d'accord, qui a besoin de se récupérer. Non seulement ton corps aussi, déjà, pour avoir une autre grossesse, tu vois, il y a des signaux là qui nous le disent. 200 entre grossesses pour que ton corps y récupère. Et c'est déjà démontré, hein, c'est pas moi qui le parle. Comme je vous dis, en Espagne, on a toujours eu cette mot. C'est pas un mot qui est inventé depuis pas. Et voilà, c'est dans lesquels on n'est pas encore. C'est pas les 3 mois premières, d'accord. Que là, c'est les noirs, on va dire, parce qu'on arrive au plus profond, comme le plus grand amour du monde. Heureusement que ça enfin, que ça a beaucoup à voir avec oui, l'allaitement. Mais c'est cette partie aussi de les post-accouchement que j'aimerais bien visibiliser ici parce qu'on n'en parle pas et il y en a beaucoup de choses qui se passent dans notre tête. C'est pas pour tout le monde pareil, toujours, mais quand on sent qu'on perd des mémoires, qu'on a des choses comme ça, bah c'est encore ton puerperium qui est là. et c'est assez rassurant que pour les mamans, je trouve, de participer à des réunions en présentiel, enfin, à des Mm. réunions, parce qu'elles peuvent se rendre compte qu'effectivement, des pertes de mémoire, des pertes de cheveux, enfin, elles peuvent parler sur des thématiques très concrètes Mm. et parfois assez intimes. Donc, dans les réunions où on est peu nombreuses, et c'est souvent le cas, on est 4, 5, 6 maximum, et du coup, on peut permettre, dans certains cas, d'évoquer des sujets qui nous touchent et de partager certaines difficultés, que ça soit sur la récupération de son corps. Ça fait aussi parler, donc, on parle d'allaitement, oui, beaucoup, mais on ne parle pas que C'est ça, d'allaitement. c'est ça. Et retournons un petit peu au récit de naissance. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pour préparer, pour avoir, comment on parle, non? On a une réunion avec des femmes enceintes qui vont dire, bon, comment est-ce que je peux préparer le meilleur possible la rencontre avec mon bébé pour que tout se passe bien. Comment ça devrait se passer? Alors, on n'a pas tous le même projet de naissance. Donc Mhm. déjà, il y a une adaptation à faire avec le projet de naissance. Mais en général, ce qui est possible de dire, c'est que idéalement, ce qui va favoriser la mise en place de l'allaitement et une fluidité de lien avec bébé, c'est un pot à pot immédiat avec bébé dès la sortie du ventre, de rester Mhm. le plus possible en pot à pot en salle quand c'est un accouchement en structure médicale, en maternité, que ça soit un pot à pot pendant au moins 2 heures et si possible de le prolonger pendant au moins jusqu'à la montée de lait. Donc voilà, de parler de ce pot à pot, de ce pot à pot qui laisse l'espace à bébé d'apprendre, de s'adapter à la vie aérienne et d'apprendre du coup à reconnaître ce que c'est que de téter le sein, ce que c'est que d'avoir faim. Et ça laisse aussi l'espace à la maman de connaître son bébé, de commencer à découvrir son bébé, de commencer à le connaître, de reconnaître les signes, de petit à petit reconnaître les signes qui vont faire que là, c'est un signe que bébé, peut-être, il a faim. Donc, on va parler aussi des signes d'éveil. Qu'est-ce que c'est qu'un signe d'éveil dans les premiers jours et du coup, des différents grades de signes d'éveil qui vont permettre de se familiariser avec son propre bébé. On va aussi parler du principe de l'offre et de la demande de l'allaitement. On va aussi parler de comment, quand on a des questions de maman sur comment est-ce qu'on voit que bébé il prend bien du lait. Donc on va parler déjà des quantités, de l'évolution des quantités, que l'estomac est minuscule, c'est un bout de petit doigt sur le premier jour, et que petit à petit ça devient un noyau d'abricot, puis un petit peu plus gros dans les jours qui suivent. Et on va parler après, par exemple, du nombre de couches Mhm. idéalement lourdes qu'il faut avoir une fois que la montée de lait est là. Mais voilà, c'est une discussion qui va déjà tourner beaucoup autour du pot à pot, de reconnaître les signes d'éveil et de rester en contact avec son bébé le plus possible. Mhm.
Et des signes d'éveil que tu peux nous raconter, c'est des trucs que je mets toujours sur mes TikTok. Hein. Alors, les signes d'éveil, on a tendance dans l'imaginaire à se dire un bébé pleure, chouette, c'est le moment de le mettre au sein. Alors, idéalement, c'est déjà trop tard. Un des premiers signes d'éveil, c'est bébé qui a les yeux fermés, mais qui va commencer à bouger sa tête, à bouger ses mains. Et tout doucement, il va s'agiter, hein, c'est un bien grand mot, hein, mais il va commencer à bouger. Il aura les yeux fermés, mais il va bouger. Il va, voilà, tourner un peu la tête d'un côté, tourner un peu la tête de l'autre. Il cherche les seins, n'est-ce pas? Il peut légèrement ouvrir la bouche, mais pas forcément. Mais déjà, le fait qu'il bouge, ça peut être un signe dans les premiers jours de se dire, peut-être qu'il a faim, peut-être que je peux lui présenter le sein. Un bébé qui n'a pas envie, il ne le prendra pas. Mais bien souvent, il va le prendre parce qu'il va peut-être prendre quelques gorgées. Si ça peut arriver de ne pas se rendre compte que bébé il a bougé, sa deuxième phase, ça va être de s'agiter un peu plus et de cette fois peut-être mettre son poing à la bouche, d'ouvrir la bouche plus grand, de bouger un peu plus, de manière un peu plus énergique. Et puis si encore ça on ne le voit pas, derrière bébé il va s'énerver, il va beaucoup pleurer, il va se mettre à pleurer parce que là il aura vraiment très faim. Et là, la mise au sein est souvent compliquée. Et du coup, là, ce qui est pas mal de faire, c'est d'abord de calmer bébé avant de pouvoir le mettre au sein. Mais ça, c'est un apprentissage. Une fois de plus, c'est pas inné. Et la maman, il va falloir qu'elle apprenne à gérer sa propre descente hormonale avec la connaissance de son bébé. Donc, on parle, idéalement, c'est génial de pouvoir parler de ça avant, parce que ça plante une petite graine dans la tête de la maman qui, du coup, va avoir un ou deux petits trucs en tête une fois qu'elle aura accouché pour arriver à reconnaître des petits signes de son bébé. Il y a un signe qui ne manque pas, non? C'est le signe d'étirer la langue, ça te dit, c'est là les points que je rappelle souvent pour éviter aussi les crevasses. Pour éviter les crevasses, parce que souvent quand on a mal, on va être crispé. Et en fait, quand on arrive à ces signes de stress, que déjà, manger les poings, c'est un signe de stress. Et déjà, on arrive un petit peu en retard, d'accord? C'est pas grave, comme je dis toujours, on va arriver en retard. Mais l'idée, c'est aussi que n'est pas normalisé que la douleur, ça va rester. Et si on arrive au troisième signe de faim, que c'est manger les poings, au pleurs, ben en fait, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une bonne position et d'avoir un bon début. Donc, je pense qu'il faut insister beaucoup sur une bonne position de la mère, n'est-ce pas, au premier moment de l'accouchement. Pour moi, avant la position de bébé, c'est avant tout que la mère soit confortable. Parce plus que la souvent, mère va être confortable, en maternité, c'est pas évident. Ça dépend comment elle m'a accouché, dans quelle position, comme c'est tout de suite après, non? Parce qu'on est en train de parler de la non-séparation. Et c'est les 2 premières sœurs, on va dire, que le bébé, il va s'éveiller, il va commencer à vouloir téter. Il va y avoir la première tétée, que c'est ce que Virginie appelait tout à l'heure la tétée de bienvenue. Et alors, en fonction des conditions de naissance, en fonction de si l'accouchement a été difficile pour maman, difficile pour bébé, s'il a été plus ou moins long, s'il a été plus ou moins médicamenté, bébé peut mettre un peu plus de temps à vouloir téter. Un bébé qui a vécu un accouchement long, lui aussi il le vit comme étant long et du coup il peut mettre, il y a des bébés qui vont téter dans les 10 minutes, dans le quart d'heure, et puis il y a des bébés qui vont bien mettre 2 heures parce qu'ils ont besoin de récupérer un petit peu, de se reposer un petit peu et de reprendre. Exactement. Globalement, effectivement, dans les 2 heures, c'est bien d'arriver à le mettre au sein. Si c'est possible, c'est l'idéal. C'est super important parce que dans ces 2 premières sœurs, d'ailleurs on l'appelle l'heure d'or, ou les 2 sœurs d'or. Nils German, qui est un néonatologue sud-africain, lui, il parle de 1000 premières minutes, d'accord? C'est lui qui a instauré 1000 premières minutes, 1000 premiers jours, 1000 premières... voilà, c'est lui. Et en fait, lui, il parle de ces 1000 premières minutes, que c'est les 3 premières sœurs, d'accord? Et en fait, c'est ça, c'est l'importance de ces moments. C'est là qu'on a l'énorme chute d'hormones, d'accord? On a une chute d'hormones des catécholamines qui est très très fort, qui est en fait, ça fait que c'est fait pour la nature pour que tu tombes amoureuse de ton bébé. Et ton bébé, il va pas arrêter, il va chercher à connecter avec toi visuellement
Et il va commencer à reconnaître ses instants, d'accord? Lui, il a des instants très clairs, que c'est chercher les contacts et les seins, n'est-ce pas? Parce que ça attire les bébés. Ces deux sens les plus développés à la naissance, c'est le toucher et l'odorat. Donc effectivement, il va demander le contact, il va avoir besoin de ce contact-là et il va avoir besoin de reconnaître les odeurs qui lui sont familières. L'odeur la plus familière, c'est l'odeur de maman. Si maman n'est pas en mesure de faire du pot à pot, qu'il le fasse avec papa, c'est aussi bien. C'est sûr que idéalement, si bébé il peut être posé sur le ventre de maman, sur la poitrine de maman à la naissance, c'est l'idéal. Le bien-être de maman, il est aussi important parce que l'allaitement, c'est aussi une histoire d'hormones. L'allaitement, il y a plein d'hormones qui rentrent en jeu dans l'allaitement, mais il y en a une qui est la même que pour l'accouchement, c'est l'ocytocine. Exactement. On a cette ocytocine qui favorise l'enfantement, mais qui favorise aussi l'allaitement. Donc plus maman va se sentir confort et moins elle aura de douleur à la mise en place de bébé, à la mise en place de l'allaitement, plus l'allaitement va être facilité. Donc c'est vraiment important qu'effectivement, même à la maternité, que maman elle arrive à avoir des coussins, avoir un verre d'eau, avoir papa qui est pas très loin pour soutenir, pour donner créer bébé. Un cocoon pour elle, n'est-ce pas? Créer une boule, de favoriser cette concentration qu'on en a besoin. Ça, c'est super important. Le papa ou le deuxième, le coparent, a un vrai rôle très important à jouer dans l'allaitement. Super. Il est aussi là pour protéger cette bulle, pour, si maman a eu une césarienne, pour amener bébé à maman, pour créer du lien autrement. Il y a plein de manières de créer du lien avec maman. Et lui aussi, il est là pour favoriser cet allaitement. Une autre clé de réussite de l'allaitement, c'est la présence du Et très bien deuxième accompagné, exactement. Et c'est super important, autant pour les professionnels que pour notre entourage. Si tu as quelqu'un derrière toi qui est en train de dire « Ah non, mais tu penses que tu as du lait » ou « Tu ne penses pas que tu ne le prends pas trop dans tes bras ?» Ce type de phrase, il mine notre confiance et là, on est dans un moment très, très sensible, n'est-ce pas? Tout ce type de réflexion, en général, sont beaucoup plus blessants que si on les entendait à n'importe quel autre moment de notre post-accouchement. Non? 2 ans après, ça ne te fait pas les mêmes effets que juste après la naissance. Cette chute d'hormones que les mamans vivent à la naissance les rendent d'un côté très puissantes et en même temps très vulnérables. Donc les paroles blessantes ou les doutes qui peuvent être émis à une maman qui vient d'accoucher peuvent être vraiment délétères. Et c'est important que les mamans, quand elles ont un doute, elles puissent faire appel à quelqu'un, que ça soit l'association d'Allacté, que ça soit une accompagnante périnatale, exactement, que ça soit le soutien du papa, le soutien d'une maman, peu importe. Mais c'est important dans les moments de doute que les mamans elles sachent s'entourer. C'est aussi ce dont on parle dans les réunions. On parle aussi des compléments qui peuvent être souvent proposés dans les maternités. Certaines maternités proposent des compléments quasi systématiquement. Et même si ce n'est pas à nous on est juste là en information. On n'est pas là à diaboliser ou s'il y a une raison médicale, bien sûr que c'est nécessaire. Mais en tout cas, on est là aussi pour alerter sur le fait que dans les premières semaines, bébé, il apprend à téter. Et si on lui introduit plusieurs types de suctions dans la bouche, ça peut être très perturbant pour lui. La fameuse confusion tétine-biberon, effectivement, et qui est introduite souvent de la maternité, sans que la maternité ait des consciences, enfin si, peut-être qu'ils ont de la conscience, mais ça s'est fait parce que c'est plus facile à gérer. Parce qu'il y a des protocoles, parce qu'ils ne veulent pas que bébé perde trop de poids, parce qu'ils ont une méconnaissance. Souvent, ils ont une méconnaissance du sujet. Je ne dis pas que les professionnels médicaux font mal, au contraire. Oublier les problèmes de poids. Je pense que ça doit être une question étoile. N'est-ce pas la question du poids? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions du poids? Parce que c'est une angoisse qu'on a toutes les mères de la naissance, l'angoisse du poids des bébés. En tant que mère, on a une fonction importante qui est on est mère nourricière. Donc pour nous, la question du poids est très importante et c'est aussi, tout à l'heure on parlait d'instinct, c'est aussi souvent ça, quand on a un truc dans les tripes, on sait qu'il faut prendre bébé et la nourrir.
ça fait aussi partie des questions et ça fait aussi partie du besoin de soutien des mamans allaitantes, de dire elle est la meilleure maman pour son bébé et c'est elle qui va prendre les meilleures décisions. Exactement, n'importe quelle décision. Et surtout qu'on a le droit de se tromper et de changer d'avis, parce que ça aussi, il y a souvent qu'on va prévoir une chose, ah non, mais moi je vais allaiter jusqu'à que le bébé il sèvre de lui toute seule, et tout d'un coup, à un an et demi, tu te sens avec une angoisse de je sais pas quoi, et tu dis, mais merde, maintenant finalement, est-ce que je vais pas, parce que okay. c'est bien, on a le droit effectivement, de vivre, et ça on vit pour les tout. choses justement. Exactement. On a aussi des mamans qui sont venues en nous disant oulala, pour moi l'allaitement c'était hors de question. Et en fait, quand j'ai découvert mon enfant, je me suis dit allez, on va tester la tétée de bienvenue. Et c'est des mamans des fois qui viennent au bout de 3 mois en disant j'y suis toujours. Finalement, je suis restée, non? Ah, donc, des fois c'est les dangers. Je pense que, des fois c'est les dangers. Que ça, on accroche un peu plus que prévu. Enfin, je pense qu'à l'inverse, peut-être, ouais, ça peut arriver aussi. Parce que, et l'inverse est possible aussi. Parce qu'on peut parfaitement se projeter dans un allaitement et avoir un allaitement des cauchemars et ne pas s'arriver. Je vous ai raconté mon accouchement de mon fils premier. Ma fille, ça a été un bébé qui est passé boîte aux lettres. L'allaitement, naissance a été parfait. Mon troisième, il a été une naissance parfaite, mais par contre, un cauchemar pendant 3 mois. Et les pauvres, les deux, on a souffert incroyable parce que en fait, il avait un frein de langue. Et je vous avoue, je ne sais pas comment je suis arrivée à tenir. Parce que ce n'était pas une question de têtu, c'est aussi une question de... j'avais un bon entourage, mais par contre, les professionnels, ils ne m'entouraient pas. Ça, c'était un vrai problème. Je parle de mon fils, le petit, il a déjà 10 ans. Je pense que par rapport à tout ça, on a avancé un petit peu, plus dans l'allaitement que dans l'accouchement. Mais bon, qu'il peut y avoir beaucoup de choses. Et je pense que j'ai tenu parce que j'étais vraiment dans la profession déjà, et j'avais beaucoup de personnes à qui me diriger. Et à un moment donné, j'ai été capable de dire non, mais basta, il faut que voilà. Et ça a été vraiment 3 mois de cauchemar. Et voilà, je ne sais pas comment j'ai réussi cet allaitement. Et je pense qu'une autre mère peut-être ne l'aurait pas arrivé parce que la pauvre, elle aurait. C'est pas parce que je sois plus fort, c'est parce que j'étais tellement dans la survie, dans l'instant de survie, que réellement, je ne sais pas comment je suis arrivée. Et bravo d'avoir tenu aussi longtemps parce que c'est. Non, je ne le souhaite à personne. Il ne faut jamais, jamais, jamais normaliser la douleur. Je ne l'ai pas normalisée. J'étais en train de chercher des solutions. Je n'ai pas passé 3 mois isolée. J'ai cherché de partout. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était tellement... Je sortais d'une, on rentrait dans une autre. Je sortais d'une infection, j'ai rentré dans un autre truc. Donc 3 mois... que mon pauvre fils, je lui demande pardon souvent, je dis bon, tu sais, on a eu un mauvais début d'allaitement, mais après ça, c'était sur des roulettes. Non, il faut aussi savoir se décharger un petit peu cette culpabilité. Non, j'ai eu aussi besoin de décharger cette culpabilité des 3 mois, mais c'est d'enfer. Et je pense que c'est ça, non? C'est trouver un village autour de nous pour pouvoir être écouté, parce que c'est pas évident non plus de trouver de l'écoute autour de nous. J'ai trouvé de l'écoute. Pour pouvoir être écouté et puis pour pouvoir avoir les bonnes informations, c'est pas toujours évident. Des fois, on a des mamans qui viennent nous voir en nous disant je reviens de chez mon pédiatre, il m'a dit de faire ça, il m'a dit que là, mon bébé, il fallait qu'il tète toutes les 4 heures, je me sens pas bien vis-à-vis de ça, il hurle entre deux, je me sens stressée, j'ai l'impression d'avoir moins de lait. Et en fait, on est aussi là pour répondre à ces questions-là. Et par moments, les mamans ne sont pas... Après, les professionnels médicaux... Enfin, l'allaitement, c'est un sujet qui est tellement complexe et qui demande tellement une formation continue que on peut pas... Enfin, certains professionnels ne savent pas, ils ne sont pas formés. Dans des études de médecin, un médecin généraliste a eu 1 heure 2 heures de cours d'allaitement dans sa vie, sur ses 10, 11, 12 ans d'études. C'est pas suffisant. À Galacté, on a de nombreuses heures de formation, de très nombreuses heures de formation par des professionnels
avant de pouvoir animer une réunion. Et pourtant, on n'est que maman bénévole, on n'a aucun rôle médical. Donc, voilà, ce sujet de l'allaitement, il est vraiment complexe. Il y a beaucoup de choses qui peuvent le favoriser et il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent l'entraver. Et c'est important, comme tu dis, de pouvoir faire son village autour, de pouvoir avoir des personnes de confiance autour de soi pour pouvoir se reposer quand on est en difficulté. Et oui, la douleur n'est pas normale. Ça, c'est imprescindible qu'on comprenne que la douleur, c'est pas normal et que si une femme se plaint de douleur, se plaint qu'elle n'est pas bien, écoutez-la, s'il vous plaît, parce que le village, s'il n'est pas à côté, et nous, de nous-mêmes, des fois, on est vraiment dans cette histoire de se concentrer et on n'est pas forcément, on va pas forcément chercher. Donc, sachez il existe de tout type de structure pour tous ces moments, même en dehors de l'allaitement. Et bon, déjà qu'on a vu que si tout va bien, d'accord, il n'y a pas de séparation, c'est pas tellement difficile d'instaurer un allaitement, n'est-ce pas? Que le bébé il est prêt, que nous, en réalité, nous, peut-être on ne sait pas, mais qu'une bonne position, laisser un petit peu le bébé, prendre les temps et tout, ça va faire que tout change. Il y a un petit truc, Nils Berman par exemple, qui est expert en bébé prématuré, d'accord? C'est un des plus grands experts en bébé prématuré qu'il y a au monde. En fait, lui, il dit que les bébés, quand ils tètent pour la première fois, d'accord, et il fait un cycle de sommeil, et il retète pour la deuxième fois, en fait, ce cycle de sommeil va permettre au bébé de savoir comment il faut bien téter. Et ça, c'est très intéressant parce que lui, il dit qu'en fait, ça va pour n'importe quel moment de l'allaitement, surtout les 3 premiers mois, quand on a du mal. D'accord, on a parlé tout à l'heure des crevasses et tout. Quand on a des crevasses, qu'on va essayer de ne pas arriver en retard, non? On va essayer d'arriver à ces premiers signes d'éveil du bébé, que c'est tirer la langue et tourner la tête, qui cherche les seins. On va favoriser ces 2 points pour que le bébé il attrape bien les seins, et s'il faut les changer des places, changer des positions, à ces moments-là, on n'a pas de mal encore. Si on a mal, on corrige. Et c'est beaucoup plus facile que si le bébé il est déjà énervé. N'est-ce pas? Tout à fait. Le bébé il va faire ses cycles de sommeil, je l'ai dit, et la deuxième tétée, on a beaucoup plus de chances, déjà une tétée sans douleur, et deuxième truc de chance, si tu fais la deuxième tétée et tout va bien, on laisse aussi les bébés faire, on a beaucoup plus de chances que, voilà, que ça continue. D'accord? Mais est-ce que si on veut récupérer un allaitement parce qu'on a eu une séparation? Alors, il y a de très nombreux cas de figure, que ça soit une séparation de quelques heures, parce que maman a eu une césarienne d'urgence et qu'elle a été anesthésiée, elle a eu une anesthésie générale, et que du coup, la séparation, elle va durer quelques heures. On va mettre bébé au sein dès qu'on va récupérer bébé. Tout n'est pas perdu. Si on a envie d'allaiter, on peut le faire. C'est juste que du coup va peut-être falloir être un peu plus attentif et mettre bébé peut-être un peu plus au sein, parce que les chutes d'hormones, parce que les variations d'hormones, du coup elles seront pas dans la continuité totale, mais c'est complètement possible. Ça veut dire que peut-être que maman elle va être un peu plus fatiguée, donc qu'elle prenne encore un peu plus soin d'elle, et que autour d'elle on prenne un peu plus soin de maman pour que maman elle puisse récupérer, parce que plus, comme on l'a dit tout à l'heure, plus maman elle va se sentir bien et être autant en forme qu'on peut l'être après un accouchement, plus elle va favoriser sa montée de lait, plus elle va favoriser sa production de lait. Et c'est les hormones, non? C'est tout à fait possible. Ces hormones de 3 mois que la nature nous a donné pour se rassurer coûte que coûte qu'on pourrait allaiter. Parce qu'en fait, c'est pas nous qui commandons la production de lait non plus, non? C'est les hormones. Les hormones commandent la production de lait jusqu'à on va dire environ 3-4 mois, oui, où là, le corps se met, on va dire, un peu plus en mode automatique. Jusqu'à 3 mois, il faut vraiment que bébé passe sa commande. Donc, c'est vraiment l'allaitement à la demande, c'est-à-dire que, la loi de l'offre et la demande. Bébé va devoir demander pour que les canaux, pour que les seins de maman produisent le lait suffisant pour bébé.
en plus, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on nous pose souvent, une question qu'on nous pose souvent en réunion et dont j'ai pas parlé tout à l'heure, c'est la question des... Il y a plusieurs termes pour en parler, mais on l'entend souvent sous pic de croissance. Ah, Et on a parfois des mamans qui vont s'inquiéter de dire mais hier il a tété toute la journée, je comprends pas. Et en fait, quand on va refaire le fil, bah, peut-être que bébé, bah, en fait, il a 3 semaines et qu'on a la loi des 3-6-9 où on a souvent 3-6-9 jours, 3-6-9 semaines, 3-6-9 mois, où on a des périodes de pointe, des pics de croissance. Enfin voilà, ça peut vraiment prendre plusieurs formes, mais où bébé, du coup, va téter un peu plus pour ajuster encore plus son offre et sa demande. Enfin, sa demande et du coup son offre de lait. je dis souvent, notre sang, il a besoin de faire les courses et en fait, les bébés, il va demander de faire les courses. Notre corps, il est capable de produire une nouvelle tétée 10 minutes après avoir fini une tétée. Donc Oui. c'est déjà très impressionnant, n'est-ce pas? Et nous, on doute énormément. Et du coup, en fait, ce qu'il veut, le bébé, c'est les deux tétées en même temps. C'est ça. Donc il va téter pour faire sa commande et plus il fera facilement sa commande, plus on lui laissera l'opportunité de faire sa commande, plus vite Les il deux aura ses tétées bien courses. ensemble, non? Il C'est faut ça. pas faire Il attendre les récupérera son bébés. drive tout de suite et puis comme ça il pourra continuer à téter et ça se passera bien. En plus, c'est marrant, non? Parce que les bébés, quand il est dans ses besoins de plus de nourriture, parce que nous, nos hormones, ils vont prendre ces 2-3 jours intenses des bébés, comme il faut y aller faire les courses, il faut que tu produises plus. Mais c'est marrant parce que normalement, les bébés, il est grognon, il s'énerve contre les sangs. On dirait qu'il est fâché contre les sangs. Et c'est marrant parce que quelque part, quand tu entends ça, non, tu dis, mais en fait, bébé, il est en train de stimuler les glandes mammaires. Et nous, on pense vraiment à que nous, on n'a pas de lait, n'est-ce pas? Et en fait, le bébé, il sait faire. C'est incroyable. Ça me paraît extraordinaire. Le bébé sait faire et notre corps sait faire. Hmm. Le corps des Il femmes va nous sait faire. suivre, exactement. C'est souvent, comme tu le disais bien, on peut douter. Il y a des grands moments, des moments où on se sent seul et où on peut douter, Mhm. où on peut avoir peur de ne pas faire correctement, on peut avoir peur de ne pas donner assez à notre bébé. Et c'est là où le village est vraiment extrêmement important, sur des jours où on va se sentir moins bien, où le bébé a pleuré toute la journée parce que il voulait être toute la journée au sein et qu'on reste humaine et que des jours c'est pas possible. Ouais. Il y a des moments, c'est bien de pouvoir avoir quelqu'un ou plusieurs personnes sur qui compter et à qui récupérer les infos qui vont être aidantes. Complètement. Et en fait, là, on est en train de parler un peu de ces expériences, mais comment ça se passe dans la réalité, non? Euh, Ça dépend beaucoup de ces expériences et de ces attentes, mais aussi, comme on a dit tout à l'heure, de ces vécus des mères qui se passent dans la maternité. Parlez-nous un petit Oui, peu de ça. parce qu'il y a bébé naît ce jour-là, mais il n'y a pas que bébé qui naît, il y a maman, il y a papa, on devient, en donnant naissance, on devient mère ou on redevient mère. Et en fait, en fonction de notre propre vécu de naissance à nous, de notre propre rapport à notre mère ou à nos parents, on peut vivre complètement différemment sa propre maternité. En devenant mère, on fait un écho à notre mère et on peut avoir du coup soit beaucoup de bonheur, soit toutes les armes parce qu'on nous a donné toutes les armes, soit au contraire beaucoup de doutes parce qu'on a une histoire familiale qui nous interroge et c'est justement... d'un côté, c'est magique parce que ça veut dire que notre propre cerveau, notre propre corps est capable de se rappeler, est capable de faire le lien, est capable de se mettre en question, de se remettre en question, de dire mais est-ce que là je fais bien pour mon enfant? Et en même temps, dans une période où la maman est tellement vulnérable de cette chute d'hormones, de tous ces apprentissages, ça peut être quelque chose de très difficile à vivre. On parlait tout à l'heure, chute d'hormones, il y a le baby blues qui est dans les 2-3 premiers jours après la maternité, après l'accouchement, et qui est biologiquement normal et qui peut être très bien vécu ou très mal vécu, mais qui, on va dire, est très court et biologiquement normal. Mais en fonction de notre vécu et de notre histoire, le devenir mère, il se met en place sur du plus long terme.
Parce que le devenir mère, c'est pas quand on prend bébé, quand tout se passe bien, qu'on prend bébé sur son bras, qu'on connecte nos yeux dans ses yeux et que tout va bien, ça, c'est pas, enfin, c'est une magnifique étape, c'est Ouais, une c'est étape fluide, magique, ça mais passe. Ouais, elle exactement. se poursuit dans le temps. Le Mm. lien qu'on crée avec notre enfant, il se crée au fil du temps et au fil que lui, on apprend à le connaître, que lui apprend à grandir et que nous, on apprend à devenir mère, qu'on apprend à devenir une conjointe différente parce qu'on est mère, que le papa fait aussi avec son vécu, fait aussi avec ses peurs. Et du coup, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans les premiers mois, dans les 2 premières années. C'est les années où l'enfant dort quand même. Enfin, il y a certains bébés qui dorment très bien. Il y en a beaucoup qui dorment moyennement. Enfin, en tout cas, qui ne dorment pas comme des adultes. Ah, là, tu me touches. Hein. Juste pour je dis toujours le même chiffre. Seulement les 50% des bébés à 300 dorment toute la nuit de temps en temps. De D'accord? temps en temps. Voilà, Tout à fait. c'est même Et pas toutes les nuits. C'est que il est possible que tu as un enfant de 300 et que de temps en temps, il se réveille encore la nuit. Comme c'est oui, possible que tu as un enfant qui se réveille encore beaucoup la nuit ou pas du tout. D'accord? Mais c'est rare les pas du tout parce qu'ils sont tout petits encore. Mais voilà, il faut avoir et tout des à fait. attentes, des attendrelles avec les sommeils. Et on a souvent des mamans qui viennent dans les réunions allaitement et sommeil avec un Hmm. bébé de 3 mois et en nous disant mais il fait pas ses nuits, on n'arrête pas de me demander quand est-ce qu'il va faire ses nuits, j'ai une Oh. pression sur ce sujet-là et mon bébé il dort pas, je suis pas une bonne mère. Bon, ok, J'étais choquée en France parce que il y a la même question en Espagne, hein, je vous rassure, on a les mêmes questionnements, mais concrètement celle-là, elle est moins pressante. Et j'étais très choquée parce qu'à la naissance de mon troisième, euh, les, les jours 2 jours après, je suis sortie et on était en train déjà de me demander, ma voisine qui me connaissait, qui savait que je venais d'accoucher, s'il faisait déjà ses nuits. Je dis, mais attendez, moi j'explique, hein. J'éduque pas aux gens comme ça dans la rue, mais bon, c'était ma voisine. Je dis, non, mais attendez, les bébés, ils font pas ces nuits, madame. Ils font ces nuits à eux, mais ça n'a rien à voir avec d'accord. les nuits que vous pensez. Et, Et et j'étais surpris, hein, c'est parce une que phrase que c'était j'aime bien dire. vraiment oppressant. Ça beaucoup, souvent, très souvent, cette question. Et je l'entends. C'est Hein. une phrase que j'aime bien répondre. Le bébé il fait ses nuits et c'est pas les nôtres. Mais et après, oui, il y a des choses, il y a des choses qui peuvent permettre de mettre bébé en condition et d'instaurer des rituels, d'instaurer des choses pour que bébé il se sente Ah mieux et qu'il oui, arrive à dormir sur des bien plages un sûr. petit peu plus longues. Mais on est aussi là dans les réunions pour expliquer que dans les 3 premiers mois, on a des hormones encore qui rentrent en jeu, on a des pics de prolactine la nuit et que ce pic-là, il est aussi très important dans la mise en place de l'allaitement et que bébé, eh ben, il fait aussi là, le moment où il va avoir, c'est aussi un moment où il fait son bon de commande pour la journée, la nuit. Donc il va faire son petit bon de commande la nuit pour avoir sa bonne dose de lait après le reste de la journée. Complètement. C'est une D'ailleurs, danse qui... D'ailleurs, jusqu'à 3 mois, les bébés, il n'a même pas connaissance de ce que c'est le jour et la nuit. Donc, il peut demander exactement de la même façon le jour que la nuit. C'est pour ça que aussi, c'est tellement important que nous, on soit bien. Parce que 3 mois avec la demande d'un nouveau-né, c'est pas du tout évident. Les bébés des 3 heures, c'est rare. La normalité, c'est un bébé qui va demander tous les heures, tous les 2 heures, sans regarder la montre. Et ça, il faut voilà, qu'on puisse être tranquille, que personne nous questionne sur combien de fois on les a pris dans les bras, parce que c'est un bébé. Et souvent dans les réunions, c'est ça Hmm, que je trouve beau, c'est que les mamans justement osent dire ces choses-là qu'elles n'osent pas exact. forcément dire à d'autres. Et que du coup, c'est très déculpabilisant de se rendre compte qu'en fait, on n'est pas seul dans ces cas-là. Et que on est C'est là aussi qu'on là pour raconte dire ces c'est OK petites histoires et c'est aussi, non? difficile. Oui, c'est difficile et c'est OK comme ça. Hmm, hmm. Et après, certaines arrivent à donner leurs petites astuces. Bah, moi, je le fais dormir comme ça aide. Et puis, ça va convenir ou pas à la maman. Mais en Mhm. tout cas, ça ouvre, ça crée de l'ouverture, Exact. ça crée une ouverture d'esprit de
soit pour des femmes enceintes qui vont se dire, l'objectif c'est pas de faire peur, mais c'est de dire, ok, donc si mon bébé il dort pas tout de suite, c'est normal. Donc je panique pas, si mon bébé à la sortie de la maternité il fait passer une nuit, c'est normal. Enfin, il fera toutes les nuits, il met pas les nôtres. Por Dios. Et voilà, ça crée de l'échange, ça crée de l'ouverture. Il y a certaines mamans qui partagent leurs expériences et qui, du coup, il y a une maman à qui ça va convenir, elle va tester, puis elle va peut-être revenir à la réunion suivante en disant oh non, ça n'allait pas du tout, mais j'ai testé autre chose et ça fonctionne. Voilà, ça permet de s'ajuster et de se rendre compte qu'il y a plein de manières de faire. Il y a autant de manières de faire que de parents, il y a autant de manières de faire que de bébés. Et on peut vraiment arriver à prendre du plaisir malgré dans ces situations difficiles. Et quant à l'instauration de l'allaitement, est-ce que tu vois exactement, d'accord, des différences entre une mère qui il a été avec une naissance plus ou moins bien, d'accord, et une qui a passé une mauvaise naissance? Une mauvaise naissance, comme on sait qu'il y en a des mauvaises naissances avec épisiotomies, ou césariennes, ou séparations pour n'importe quoi, ou même de la violence obstétrique. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a toujours des exceptions et c'est propre à chacun. Mais dans la majorité, en général, une naissance qui s'est passée de manière physio, avec une équipe soutenante, avec une maman qui a été dans la bienveillance et dans le respect de ses choix, elle va se sentir hyper bien à la fin de son accouchement et l'allaitement va être fluide derrière, si c'est son projet bien sûr. Alors qu'une maman qui aura eu des difficultés, qui aura été accompagnée de manière plus difficile et beaucoup moins soutenante et beaucoup moins dans la bienveillance, ça va lui induire souvent, la faire douter d'elle-même et du coup, l'allaitement est un peu plus difficile. Oui, malheureusement, on le voit souvent. Ça ne veut pas dire que c'est pas possible, hein. Ça ne veut pas dire que c'est pas... On ne peut pas allaiter quand on a eu un accouchement difficile, pas du tout. Il y a beaucoup de mères qui s'en sortent très très bien, mais c'est vrai que dans le vécu et dans le partage des mamans après, il y a des fois c'est difficile à entendre. Des mamans qui ont des récits d'accouchement qui sont très durs, qui sont très difficiles et qui ont du coup des difficultés d'allaitement derrière et à qui on a donné des mauvais conseils. Et derrière, elles arrivent dans un état d'esprit qui est beaucoup plus difficile qu'une maman qui va arriver avec pleine confiance. Oui, j'imagine qu'émotionnellement, ça doit être un moment très très dur pour les mères, puisque il n'y en a pas beaucoup de gens qui vont nous écouter pour notre récit et qui puissent vraiment te lâcher, parce qu'on pense que peut-être notre compagnon va être là. Mais bon, je pense que les parents aussi, dans ces cas-là, ils se sentent un petit peu perdus, n'est-ce pas? Ils se sentent perdus et puis il y a des mamans qui s'excusent en fait de dire mais je sais, mon bébé il va bien, je vais bien, tout devrait bien aller, mais ça va pas quand même. Oui, mais c'est normal que ça n'aille pas. C'est normal que ça n'aille pas. Il y a des fois on entend des choses qui nous font dire mais oui, c'est normal que ça n'aille pas. Et dépose, c'est ok de déposer en fait. Il faut que ces choses-là sortent, il faut que cette maman elle soit validée dans le fait que c'est très très dur ce qu'elle a vécu et qu'il y a qu'en arrivant à redescendre la pression et en ramenant un peu de bien-être et de confiance que derrière on se rend compte que les choses elles roulent. Mais vraiment une fois de plus c'est une question il y a une grosse part d'hormones et une hormone hyper importante c'est l'hormone du bien-être. Et plus l'accouchement va être dans une situation difficile, va amener à une situation difficile, ou en tout cas qui n'est pas voulue, qui n'est pas choisie par les parents, plus ça va être compliqué après, plus le vécu va être difficile et plus cette hormone de bien-être, elle va être plus difficile à faire revenir. En fait, c'est que si moi j'ai une césarienne, que j'ai des douleurs, il y a des césariennes qui se passent très bien, hein, ou que j'ai eu une épisio, ou que j'ai eu n'importe quoi, je ne suis pas bien déjà, parce qu'il faut une récupération beaucoup plus longue que pour un accouchement physio. En plus, j'ai un bébé qui pleure tout le temps et que je ne sais pas trop quand il faut les donner à manger et tout. Et je commence en plus à douter de tout ça et voilà, toutes ces émotions, tu veux faire de ton mieux, mais en fait, il y a souvent des cas où on n'arrive même pas parce que
on est aussi en manque de cet entourage. Non, ça ne veut pas dire que l'entourage, il va donner toujours la solution. Parce que des fois, la solution, c'est arrêter un allaitement, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais si c'est vrai que en fait il faut prêter attention à tout ça parce qu'il y a déjà si il a déjà eu un mauvais accouchement et la mère en plus elle va se sentir euh, qu'elle n'a pas arrivé à allaiter, non, que finalement ça se comprend comme une partie de notre corps qui ne nous a pas suivi. Et c'est un grand questionnement, n'est-ce pas? En plus, ça rassemble de deux, ça en fait, je pense que ça fait encore beaucoup plus cocktail dans les hormones. Il y a plusieurs choses. Il y a déjà le fait que il y a des césariennes qui sont très bien vécues parce qu'elles sont accompagnées, qu'elles sont échangées avec le personnel médical et que du coup, on se rend compte que là, on ne peut pas faire autrement. Alors, soit c'est choisi en amont et c'est un choix, soit c'est pendant le travail, on se rend compte qu'il y a une problématique et le personnel médical vient entourer les parents pour expliquer que là, on va faire comme ça, et on va mettre les conditions pour que tout aille bien. Et les parents sont informés, les parents vivent bien la chose. Et dans ces cas-là, ça peut très bien se passer. Mais que ça soit césarienne ou pas, il peut y avoir des vécus traumatiques. Et là, effectivement, quand la maman a de grandes difficultés à allaiter parce qu'il y a plein de raisons, il peut y avoir plein de raisons, mais ça peut être difficile. Et il y a un moment, ce que j'aime bien aussi dire, c'est qu'il vaut mieux, à mon sens, il vaut mieux donner un biberon avec amour, enfin avec sérénité, que de donner le sein stressé. Donner des biberons, ça n'a jamais tué un allaitement de toute façon. Le problème, c'est quand on va le mettre constamment, que notre corps il va pas produire est-ce que nous on a besoin. Donc on va rentrer encore une fois dans le cercle de est-ce que j'ai produit assez de lait. Mais en réalité, quand on en a besoin, heureusement, il n'y a pas que les biberons, hein, mais bon, heureusement qu'on a des alternatives, aussi, parce qu'il n'y en a pas que ça. Et après, il peut y avoir... le principal, je trouve, c'est que les mères soient informées. Si à un moment, elles savent que ça peut mettre en péril l'allaitement et qu'il va falloir être très vigilant à plein de signes derrière, mais que là, à ce moment-là, c'est vraiment trop difficile et là, elle est à bout, elle n'y arrive pas, et ben, il vaut mieux donner. Alors, effectivement, il y a plein de... On a la chance d'avoir des matériaux... un panel de matériaux hyper important pour ne pas donner un biberon et du coup pas modifier cette succion. On a des cups, on peut donner, les bébés savent boire au verre, on peut donner à la seringue, on peut donner avec ce qu'on appelle des dalles, des dispositifs d'aide à l'allaitement. Enfin, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qu'on peut faire pour ne pas donner un biberon et du coup pas modifier cette succion. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des fois, il vaut mieux, dans des situations vraiment extrêmes et difficiles, quand la maman n'en peut plus, prendre le relais sur une tétée plutôt que de donner le sein de manière difficile. Et à Galacté, on est aussi là pour accompagner ces mamans-là en informant. Bien sûr, après le tout, c'est d'informer et d'avoir les bonnes informations qui vont pouvoir permettre aux parents de choisir. Exactement. Et maintenant qu'on parle un petit peu de biberons et qu'on sait, d'accord, que souvent la maternité, c'est encore proposer les biberons trop tôt parce que on va choisir des autres choses si le projet de la mère c'est l'allaitement, comme on a dit Virginie, parce qu'il y a une possibilité de confusion. Et là, on est dans les centres. Là, on est dans les moments où le bébé il est un peu chaotique encore, donc il va avoir cet été. Si ça tout se passe bien, c'est super. Mais si ça se passe pas bien, bah, en fait, introduire un biberon, c'est pas la meilleure idée, malheureusement. Il faut utiliser des autres alternatives, être bien accompagné. Mais toutes les maternités ne font pas ça, n'est-ce pas? Et il y a aussi des différences, on peut voir des différences par rapport aux problèmes des mères, en différence des vécus selon la maternité. Parce que c'est une question qu'on se pose ici aussi, non? Des fois, quand on va chercher un accouchement, on va essayer de chercher l'endroit où on a le plus de possibilités. Alors malheureusement, les parents ne le savent pas forcément avant, parce que des fois on s'inscrit parce qu'on a un bon feeling avec une personne ou parce que c'est à côté de chez nous. Oui. Mais oui, malheureusement, on entend souvent des récurrences sur certains endroits. Ça peut nous arriver ou sur certains professionnels. Oui, on le sait. Après, on a aussi
la chance du coup d'être implanté depuis 40 ans sur la région et du coup d'avoir une liste, on va dire, un peu comme je fais le parallèle avec les restaurants qui sont kids friendly, bah là on a des noms de professionnels qui sont plus favorables à l'allaitement. Et du coup, pour qui c'est plus facile et qui vont être de bons conseils, soit des consultantes, des conseillères en lactation qui vont être très bien formées et avec qui on a des super liens, soit des professionnels des sages-femmes, enfin tous professionnels médicaux qui vont avoir une sensibilité et une formation à l'allaitement qui vont permettre, en tout cas, de répondre aux besoins des parents. Oui, parce que en fait, ce qu'il arrive souvent aussi dans les maternités, c'est que quand tu as des problèmes à la maternité, que déjà galacté, vous pouvez l'appeler déjà du premier jour dès dans la maternité, vous avez un souci, hop, vous appelez parce que aussi souvent ce qui nous arrive, c'est que le personnel qui est dans les maternités, il y en a très peu, ou il y en a un seul, et hasard, il n'est pas quand tu en as besoin. Ou il y en a trois mères, ça peut arriver. Toutes les maternités n'ont pas de consultant ou de conseillère en lactation. Et n'empêche que ça peut aussi faire la différence parce que normalement, tous ne se valent pas, mais les consultantes ou les conseillères en lactation ont une formation en lactation humaine, donc c'est déjà, elles ont des connaissances sur le sujet. Et après, même en fonction des professionnels sur qui on va tomber, on va avoir plus ou moins de stress parce qu'on est aussi accompagné par des humains. C'est un métier qui est purement humain et en fonction du propre vécu de la personne qui va nous accompagner, des fois, la mise en route d'un protocole va aussi dépendre de son propre vécu. Oui, certainement. C'est personne dépendant. C'est clair que les préjugés qu'on peut avoir, c'est pas censé qu'on soit sanitaire, on soit n'importe quoi pour être formé en allaitement. Malheureusement, il y a très peu de gens qui sont formés encore. Ce que je trouve important de se rappeler, c'est que si on vient nous dire quelque chose, alors c'est pas toujours évident et c'est pour ça que souvent je trouve bien que le papa ou le coparent soit informé, c'est que s'il y a quelque chose qu'on vient nous dire ou nous demander de faire et qui nous parle pas, qui nous va pas, prendre un deuxième avis. Exactement. On peut prendre un deuxième avis. Très bien. Faire un appel à un ami, faire un appel à une assoce, faire un appel à une consultante extérieure qui va nous permettre d'avoir un second avis et ensuite on prendra ce qui nous va. Mais il y a des fois quand ça ne nous parle pas, c'est important d'écouter ses tripes pour arriver à prendre ses bonnes décisions. Tout à fait, tout à fait. Et donc si effectivement on a une petite différence entre les maternités qu'on va choisir malheureusement. Et est-ce qu'on peut, tu dis que vous avez un très bon réseau, n'est-ce pas? Si j'ai un problème, je peux appeler Galacté et elle va me donner un peu les réseaux. Si je demande un pédiatre, parce que c'est une question qui me revient trop souvent, un pédiatre autour de toi formé à allaitement et malheureusement, j'ai pas trop de réponses à ce côté-là. C'est pas évident, mais on va dire qu'on peut en conseiller, alors, conseiller, non, mais on peut orienter. C'est toujours au choix des parents, mais on a un réseau effectivement qui nous permet d'orienter les parents vers des professionnels qui ont des connaissances autour de l'allaitement. Des pédiatres, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a de plus en plus et les choses commencent à bouger en France. C'est bien, c'est bien. Si, parce que souvent, j'ai eu des meilleures approches par rapport à l'allaitement de la part de médecins traitants que des pédiatres, malheureusement. Et c'est pas que je veux y aller contre la pédiatrie, hein, absolument pas. Mais si que je considère que, effectivement, comme tu as dit pour les médecins, pour l'allaitement, ils ont très peu de cours aussi en pédiatrie, n'est-ce pas? Tout à fait. En fait, il me semble avoir compris que c'est en train d'évoluer, mais l'allaitement n'est pas un sujet en fait. L'allaitement n'est presque pas un sujet de médecine. Jusqu'à maintenant, il y a même peu de médecins qui connaissent la pathologie de l'allaitement. Parce qu'il il peut y avoir de la pathologie, il peut y avoir une mastite, un engorgement sévère, il peut y avoir des éléments qui amènent à consulter un professionnel médical pour des maux d'allaitement. Mais le principe même de l'allaitement, c'est physiologique et donc ce n'est pas abordé en médecine.
Ah, ah. ou, ou très peu, malheureusement. Euh, Malheureusement. Et après, ça arrive que les professionnels parlent en fonction de leur propre vécu ou de leurs propres opinions mhm. et pas forcément de connaissances médicales et scientifiques. On a de plus en plus de connaissances médicales et scientifiques qui arrivent ces dernières années. Ah, Donc ah. maintenant, on peut s'appuyer sur des études pour dire comment se passe la lactation humaine. Et comment ça se passe en fait euh, quelles sont les conséquences comment dire, les pédiatres aussi, ils vont faire beaucoup de demandes par rapport au poids, n'est-ce pas? Alors, ce qui est pas évident par rapport au poids, c'est qu'on a plusieurs courbes. On a les courbes de poids du carnet de santé. Et ces courbes sont adaptées à majoritairement des bébés nourris aux préparations commerciales, au lait en poudre, et non pas au lait maternel. Donc, on peut, sur le site de l'OMS, on a à disposition les courbes des bébés allaités et ça peut permettre de relativiser sur ces courbes de poids, qui sont du coup pas tout à fait les mêmes pour les bébés allaités et les bébés qui ne sont pas allaités. Bah oui, parce il y a des ces stagnements, n'est-ce pas, que se passent dans l'allaitement qui ne se passent pas dans les laits artificiels. Et à l'inverse, il y a un moment où les bébés au lait artificiel, que c'est beaucoup plus tard, au lait maternel, que c'est beaucoup plus tard, que les bébés ils continuent et les bébés de biberon ils se stagnent. Donc en fait, Tout à fait. effectivement, c'est super important d'avoir les bonnes courbes de poids parce que Mhm. celles qu'on a sur le livret de santé, c'est uniquement pour les bébés des laits artificiels. Il n'y a pas de bébés allaités. Tout à fait. Et puis, on a aussi des physiologies. On est des personnes, même en tant qu'adultes. Ah oui, Il bien y a sûr. des adultes qui prennent plus de poids que d'autres. Bah, Exactement. c'est physiologique aussi. Et ça nous arrive aussi. Donc, il y a des bébés qui vont prendre plus ou moins de poids. Après, on peut s'adresser à beaucoup de monde. Il y a les PMI qui peuvent, alors pareil, les PMI, c'est personnes dépendantes. Il y a des super PMI qui vont accompagner avec bienveillance et douceur dans ces choix d'allaitement et dans le fait de dire, bah, on va surveiller régulièrement le poids, mais sans pression. Et il y en a d'autres où ça va être avec un peu plus de pression. L'idéal, c'est que, enfin, je trouve que quand on met de la pression sur la prise de poids, on met de la pression sur la mère, on met de la pression sur l'allaitement. Et comme on l'a dit dès le début, la pression est enfin le stress est anti-physiologie de l'allaitement. Donc plus on va faire baisser la pression et arriver à se dire, la maman elle est compétente, la maman elle a toutes les capacités, bébé il a toutes les capacités, et on va faire confiance à la prise de poids de bébé, plus ça va bien se passer. Après, on a aussi la chance en France d'avoir des professionnels médicaux qui peuvent intervenir quand on a des soucis. On parlait tout Exactement. à l'heure des freins de langue. On peut avoir des problématiques de freins de langue, on peut avoir des problématiques de tension. Un bébé qui a eu un accouchement long et qui va avoir plein de tensions, et ben peut-être qu'il va devoir voir un ostéopathe. Et Mm. là, ça peut vraiment, pareil, être aidant dans l'allaitement tant qu'on fait appel à l'ostéopathe qui va être formé à ces tensions Mm. post-accouchement. Euh, on a autant de professionnels dans chaque profession, on a des spécialités, que ce soit dans des professions médicales ou des professions complètement autres. Si on parle aujourd'hui d'informaticien, un informaticien, il y a des tonnes d'informaticiens qui font des choses complètement différentes. Et ben, des ostéopathes, c'est pareil. Il y a des ostéopathes spécialisés dans le sport, il y a des ostéopathes spécialisés dans le digestif, et il y a des ostéopathes qui vont être spécialisés dans les bébés. Mm. Et on a aussi du coup quelques adresses d'ostéopathes qui sont spécialisés et qui vont pouvoir être aidants pour ces questions d'allaitement et qui vont pouvoir être rassurants et faire baisser la pression des mamans. C'est génial. Et des expériences, en fait, vous avez développé un grand réseau de collaboration et des bénévoles avec formation des bénévoles en plus, n'est-ce pas? Tout à fait. Aujourd'hui, on est environ une trentaine de bénévoles, alors tout confondu. Donc les personnes qui sont en cours de formation et les personnes qui animent les réunions. La formation chez Galacté, elle dure, pour devenir une animatrice qui anime des réunions, la formation c'est environ 2 ans. Alors, pourquoi 2 ans? Pourquoi c'est si long? C'est que la plupart des mamans ont un emploi à côté, ou ont une vie à côté. Et du coup, on a de manière très régulière, mais c'est souvent des week-ends, ça reste souvent des week-ends tout de même, on a des journées de formation
Et on doit passer par tout un parcours de formation. On a des listes de livres à lire pour arriver à devenir animatrice et à animer nous-mêmes des réunions. Et on fait souvent de la co-animation avec des personnes en formation et une animatrice déjà confirmée. Donc voilà, on a un parcours qui est assez long, on a un parcours qui s'adresse justement, on a le plaisir d'avoir une pédiatre qui vient nous former, on a le plaisir d'avoir des sages-femmes qui viennent nous former et qui viennent nous communiquer sur beaucoup de sujets. C'est ça les bons réseaux, exactement. Et en fait, c'est qui les bénévoles? Parce que j'imagine qu'il y a des mères, mais il y a aussi des personnes qui sont professionnelles ou qui deviennent professionnelles, parce que c'est quelque chose qui... Alors, la plupart des bénévoles, ça reste des mamans qui ont allaité ou qui ont eu une expérience d'allaitement et en fait qui peut être dans tous les sens. Il y a des mamans qui vont dire moi j'ai eu une super expérience d'allaitement, je sais que j'ai des copines à côté de moi qui ont galéré, du coup moi je veux venir aider pour pouvoir communiquer sur tout ce qui se passe bien. Et il y en a d'autres, au contraire, qui vont dire moi, j'ai super galéré, je veux pas que ça arrive à d'autres mamans, du coup, je viens aider parce que j'ai adoré prendre le téléphone et appeler Galacté et du coup, me dire ça m'a vraiment aidé, donc je veux participer. Voilà, on a plusieurs typologies de mamans et après, au sein de l'association, c'est une association. On peut faire beaucoup de choses. On peut juste être adhérente. On peut juste être adhérente aussi. Hein. Je vous invite à vous adhérer. Tout à fait. Merci. Merci de le rappeler. Effectivement, on peut être adhérente, on peut être bénévole et participer à la vie de l'association, que ça soit en termes... on a une trésorière, on reste une association, donc on a une trésorière, on a une présidente, c'est pas pour rien. On a une secrétaire. Enfin voilà, on peut avoir des compétences autres que de l'animation et de la prise téléphonique. Et on peut aussi être adhérente. Et être adhérente, ça nous permet d'accéder à la bibliothèque de Galacté, de participer aux réunions à l'Assemblée Générale et aux réunions festives organisées par l'association. Par exemple, d'ici pas longtemps, les 40 ans. Et on a bientôt les 40 ans, effectivement, le 11 juin, on va passer une belle journée avec toutes les animatrices en formation, tous les bébés qui voudront bien, tous les bébés et les enfants qui ont participé à toute cette aventure-là, pour pouvoir, une fois de plus, avoir des échanges pour se former, parce que la formation, elle est continue. Même quand on a fini nos 2 ans de formation, on garde une formation continue parce que c'est hyper important de continuer à se maintenir à l'information, à un bon niveau d'information à jour. Et aussi pour prendre du bon temps et partager entre mamans bénévoles sur ce qui se passe au sein de l'association. Est-ce que tu aimerais, tu nous laisses un petit message de quelque chose que tu aimerais rajouter sur Galacté, quelque chose on a touché plein de sujets, mais peut-être qu'il y en a quelque chose? Je trouve que Galacté, c'est une vraie chance. C'est une association qui offre de très belles valeurs, en tout cas dans laquelle je me reconnais énormément. C'est une association qui est ouverte à toutes les mères, à tous les pères, à tous les projets d'allaitement. Et professionnels aussi. Bienveillance. Pardon? Professionnels aussi. Aux professionnels, on a besoin bien des sûr, professionnels. Avec grand plaisir. Ça m'est arrivé d'avoir en réunion des professionnels qui osaient à peine dire qu'ils étaient professionnels. Et au fil de l'eau, on a pu découvrir qu'ils l'étaient. Et c'était avec grande joie qu'on pouvait les accueillir parce que c'est aussi important de les avoir. J'ai pas demandé. En fait, je me disais professionnels au sein dans la participation. Mais je n'ai pas fait la question. Est-ce que les professionnels qui sont intrigués pour l'allaitement peuvent y aller aux réunions des Galactés? On a eu des médecins enceintes. J'ai une fois, c'était justement cette fois-là, j'ai eu une maman enceinte et qui n'a pas dit tout de suite, mais au bout d'un moment, elle a expliqué qu'elle était médecin généraliste et qu'elle venait se renseigner. Parce que oui, aussi, voilà. C'est un sujet, et ce n'est pas qu'un sujet d'information Galacté, c'est aussi un sujet de partage. En fait, le partage d'expérience, on a beau, même en tant que maman formée, des fois on dit c'est les cordonniers les plus mal chaussés, même en tant que maman formée, quand il y a des problématiques d'allaitement ou des doutes sur l'allaitement, on a besoin d'en parler autour de soi. On a un réel besoin de ce village et Galacté peut faire partie de ce village si les mamans en ont envie, parce que c'est une association qui a une belle bienveillance envers les mamans, envers tous les projets. Et n'hésitez pas à appeler parce que c'est chouette, c'est super bien. Moi, je peux dire dans ma propre expérience que j'étais déjà au top, j'étais professionnelle dans l'allaitement
Et il est arrivé mon troisième et il m'a fait: Tiens, tu pensais que tu avais les diplômes? En fait, il n'y a pas de loi dans l'allaitement et voilà, et ça peut changer complètement d'un enfant à l'autre. Et Tout à fait. vous fêtez bientôt les 40 ans, vous faites quelque chose, tu as dit, les 11 juin. Vous Tout avez des à fait. Les formations, 11 juin vous dans allez vous l'Isère, on réunir. se rassemble toutes, on se rassemble dans l'Isère pour faire une journée festive autour de l'allaitement et On peut autour de s'informer l'association. où? Bon, vous avez vu passer en bas tous les liens des réseaux des Galactés. Donc, vous C'est ça. pouvez les rencontrer facilement. Mais bon, j'espère que cette fête des 40 ans, ça va être génial. Merci beaucoup, Virginie, J'en suis sûre. pour ton temps, parce que je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais si, je l'ai dit. Virginie, elle fait en plus formation pour devenir future accompagnatrice de la maternité en tant que doula. Que c'est quelque chose qui est très très beau, qui est aussi, il est démontré par la science que les doulas c'est très très bon pour les mères et c'est très très bon pour l'accompagnement à la maternité parce que c'est un complément des sages-femmes qui va très très bien. Hier on a parlé Oui. avec Eva aussi d'un petit peu tout ça, non, de ces métiers autour de la maternité qui sont disparus. Je voulais surtout te remercier Virginie, merci beaucoup pour ton temps. Elle est Merci à toi. la boule de Virginie sur Instagram, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. La bulle de Virginie sur Instagram. Si Vous pouvez venir me vous suivre voulez la trouver, vous avec pouvez la grand plaisir. trouver sur Galacté et en Instagram sur la boule de Virginie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mercedes. Merci de m'avoir laissé la parole. C'est avec grand plaisir. Un plaisir énorme pour moi aussi. Je t'embrasse très fort. Bon, et nous, on a déjà un petit peu fini. Je vois que mon image elle est un peu coupée. Je vais me mettre par là pour que vous puissiez me voir. Galacté est membre de la COFAM, et coordinatrice française pour l'allaitement maternel et membre aussi du CIAN, collectif associatif autour de la naissance. Et de l'ADES aussi, participe dans les réseaux Aurore, des réseaux Sud-Allet, à la formation des professionnels dans le cadre du projet Allet Accueil. Et comme elle a dit Virginie, l'association compte une trentaine de bénévoles particulièrement actifs. Elle se finance essentiellement grâce aux cotisations des adhérentes. Pour rencontrer Galacté, c'est facile, vous l'avez vu. Réunion, accueil téléphonique, vous l'avez tout sur l'écran, vous l'avez eu, d'accord? Galacté.org. En tant qu'intervenante, Virginie, la boule de Virginie. Et avec Galacté, on a regardé un peu plus sur la réalité des mères, avec Alison, Anna Bach, et comment devenir actrice de son accouchement. Avec Nina Narre et son documentaire Faut pas pousser, on a vu la réalité de l'accouchement en France et les demandes et les besoins des mères actuelles. Avec Eva Margarita Garcia, elle nous a permis de regarder en arrière dans les contextes de l'attention à l'accouchement, dans les histoires, d'un côté anthropologique. Et pour reprendre ces mêmes termes, tant qu'il n'y aura pas de perspectives de genre dans les soins de la santé, il sera difficile de vaincre les violences obstétriques. Ici et ailleurs, les cris des femmes doivent être entendus pour cette situation. Que ce soit pour l'accouchement ou pour n'importe, ayez des informations, des attentes réelles et ne tombez pas dans les mythes de la culpabilité parce que c'est un sport qu'on a fait historiquement aussi vers les mères pendant très longtemps. Nous avons le droit de parler et d'être entendus. Et je voulais aussi juste vous dire que l'objectif principal de la Semaine mondiale de l'accouchement respectueux, c'est pas de critiquer les personnes, c'est de rendre visible la manière dont les naissances sont assistées, ainsi que d'exiger le respect des droits des femmes enceintes et de leurs enfants à bénéficier des soins dignes et respectueux. Dans des établissements de santé publics, privés, chez nous, pendant la grossesse, l'accouchement et le postpartum, et surtout sans discrimination ni violence. L'accouchement respectueux est considéré comme le droit d'une femme enceinte à recevoir des soins médicaux appropriés, respectant ses souhaits et ses besoins pendant la grossesse, les travails d'accouchement et les postpartum. Les droits à un accouchement respectueux devraient reconnaître l'autonomie des individus à prendre leurs propres décisions pendant la grossesse, la naissance et tout le reste. Ne vous oubliez pas, l'accouchement est le nôtre. Je vous attends ici et sur TikTok et Instagram, comme toujours, comme @parentalitécontinuum,
Demain matin, je serai avec Alison Legros de Mon Accouchement Serein, devenir actrice de son accouchement sur TikTok en direct pour répondre à toutes vos questions à partir de 10h du matin. J'espère que vous avez aimé participer, même si en commentaire ça n'a pas été possible. On a réussi à faire monter les clouds de l'ESNAR. On est dans les premières recherches sur Google et on vous attend demain samedi sur TikTok. Merci de votre attention, merci de votre écoute. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, partagez, commentez. On attend encore votre participation et à l'année prochaine, on reviendra pour la SMART 2023. Hasta mañana o hasta jusqu'à l'année prochaine.